Nous pensions jusqu'à présent que la Chine était très puissante, mais nous nous sommes trompés. Il se passe quelque chose d'étrange dans leur pays que la plupart des gens ne remarquent pas. Il y a toujours des coupures de courant chez eux, et beaucoup de leurs bâtiments sont vides. Ils ont aussi des travailleurs qui ne sont plus payés, et il y a également des usines qui ferment. Il y a des villes dans leur pays où l'on éteint progressivement les lumières. Il y a aussi des gouvernements locaux qui ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Et ce qu'on appelait autrefois le miracle économique semble peu à peu s'effondrer sous les yeux du monde entier. À la télévision, tu peux voir leur magnifique skyline et leur ville moderne, mais derrière cette image brillante, il y a des problèmes qu'on ne montre pas. En réalité, la Chine porte aujourd'hui un fardeau très lourd et il semble qu'elle n'arrive plus à supporter son propre poids. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certains experts disent que le développement de la Chine ne fait pas que ralentir. Petit à petit, elle est aussi en train de s'effondrer. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Commençons par la plus grande perte d'argent de l'histoire moderne. Et ce n'est pas une blague. La Chine a perdu plus d'argent aujourd'hui que ce qu'elle a perdu lors de la crise financière de 2008 et lors des autres grandes crises des 100 dernières années réunies. Cela signifie que c'est la plus grande perte d'argent de l'histoire moderne. Autrefois, le marché immobilier chinois valait plus de 50 000 milliards de dollars. C'était même plus grand que la valeur combinée du marché immobilier et du marché boursier des États-Unis. Pendant de nombreuses années, la hausse des prix de l'immobilier semblait sans fin. Chaque année, les prix augmentaient. C'est pourquoi les familles mettaient dans toutes leurs économies dans l'achat d'un appartement. Mais pourquoi ? Parce qu'elles pensaient que c'était sûr. Pour beaucoup de gens, l'immobilier est l'investissement le plus sûr. C'est comme s'ils avaient une garantie silencieuse du gouvernement que cela ne s'effondrerait pas. Mais ça s'est effondré. Depuis la fin de 2025, les prix des maisons baissent depuis 29 mois consécutifs. Cela fait presque 2 ans et demi de baisse continue. Et il n'y a toujours aucun signe clair de quand cela va s'arrêter. Selon Goldman Sachs, sans une aide ou une intervention majeure du gouvernement, les prix pourraient encore baisser de 20 à 25% supplémentaires. Cela signifie que la valeur des maisons pourrait n'être plus que la moitié de leur prix le plus élevé auparavant. Et la situation est encore pire dans ce qu'ils appellent les villes de niveau 3. Ce sont des villes qui représentent près de 60% du PIB de la Chine. Des agents immobiliers qui ne vendent rien pendant des mois. Et c'est là que le problème devient sérieux. Près de 70% de la richesse des familles en Chine est investie dans l'immobilier. Donc lorsque le prix des appartements chute, ce n'est pas seulement la maison qui disparaît. Les économies aussi s'envolent. Le sentiment de sécurité dans la vie disparaît. Les projets pour l'avenir s'envolent aussi. Pensons à un couple de Shenzhen. Appelons-les la famille Wang. Ils ont tout fait correctement. Ils ont économisé pendant 15 ans. En 2021, ils ont contracté un prêt immobilier. Ils ont investi toutes leurs économies, soit environ 100 000 $ dans un appartement en prévente auprès de l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine. La promesse était que l'immeuble serait terminé en 2023. Ils avaient déjà acheté des meubles et réfléchi à l'endroit où placer le berceau pour leur futur enfant. Mais l'immeuble n'a pas été terminé. Le promoteur est tombé à court d'argent. La construction s'est arrêtée au 15e étage, il ne reste qu'une carcasse en béton. Et la famille Wang, jusqu'à présent, continue de payer l'hypothèque pour un appartement dans lequel ils n'ont jamais vécu et qu'ils n'habiteront peut-être jamais. Leur acompte semble avoir disparu. Les mensualités qu'ils paient ne servent qu'à couvrir les intérêts. Leur avenir pour lequel ils ont travaillé si dur pendant de nombreuses années. Ils perdront tout à cause du système auquel ils faisaient des confiances. Et ils ne sont pas seuls dans cette situation. Dans toute la Chine, il y a plus de 20 millions d'appartements prévendus qui ne sont toujours pas terminés à ce jour. 20 millions d'unités ont déjà été vendues à des familles. Mais jusqu'à présent, ils attendent toujours. Et chaque immeuble construit mais non achevé est comme un symbole silencieux d'un grand problème que les belles lumières de la ligne d'horizon ne peuvent plus cacher. Maintenant, imagine ça. Des millions de familles continuent de payer un prêt immobilier pour une maison qui n'existe pas encore. Ils paient pour du vent. Des dettes pour un appartement qui ne sera peut-être jamais construit. Certains ont essayé de protester. D'autres se sont organisés en ligne. Mais cela a été rapidement censuré. Effacé.
Supprimé d'Internet comme si cela n'était jamais arrivé. Tu te souviens d'Evergrande, c'est le plus grand promoteur immobilier en Chine. Il s'est enfoncé dans plus de 300 milliards de dollars de dettes, 300 milliards. C'est même plus que le PIB total de la Finlande. Ensuite, Country Garden s'est aussi effondrée. Elle a une dette supplémentaire de 187 milliards de dollars. Si tu additionnes la dette des grands promoteurs immobiliers en Chine, c'est encore plus élevé que le PIB total de la France. Et d'où vient la majorité de cet argent? Des familles ordinaires qui ont fait confiance au système. En 2022, ce qu'on appelle les boycotts hypothécaires ont commencé. Dans plus de 100 villes, les acheteurs ont refusé de payer leurs prêts immobiliers parce que leurs appartements n'étaient même pas en construction. Le gouvernement s'est empressé de contrôler les informations. Il a lancé ce qu'on appelle des programmes de construction de sauvetage, mais ce n'était pas suffisant. Quand la confiance est perdue, il est difficile de la regagner. Aujourd'hui, moins de gens achètent de nouvelles maisons. Au premier semestre 2025, les ventes de nouvelles maisons ont encore baissé de 4%. Les nouveaux chantiers de construction ont chuté de près de 20%. Et le gouvernement, dont on attend qu'il prenne en charge tous les problèmes, traverse lui aussi sa propre crise. Non seulement les familles ont perdu de l'argent à cause de l'effondrement du marché immobilier, mais aussi les gouvernements locaux. Il y a une chose que la plupart des gens ignorent à propos de la Chine. Les gouvernements locaux là-bas ne dépendent pas des impôts comme dans les pays occidentaux. Pendant des années, ils ont gagné de l'argent en achetant des terres agricoles bon marché hors de la ville, puis en les revendant à des promoteurs immobiliers. Ils les revendaient au plus cher après les avoir transformées en zones résidentielles ou commerciales. Les revenus tirés de cela ont été utilisés pour construire des routes, payer les enseignants, financer la police, construire des hôpitaux et améliorer les infrastructures. Au sommet, les ventes de terrains représentaient 30 à 40% des revenus du gouvernement local. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme les promoteurs sont en faillite et que personne ne veut acheter de terrain, les revenus se sont effondrés. La valeur des enchères de terrain est tombée à environ 3000 milliards de yuans, c'est presque la moitié du pic précédent. L'année dernière, plus de 10% des terrains mis aux enchères n'ont reçu aucune offre. Pas une offre basse, zéro. Personne ne veut acheter, quel que soit le prix. À cause de cela, de nombreux gouvernements locaux font face à une grave crise financière. Dans la province de Hainan, le salaire des fonctionnaires a été réduit de 50% dans le Guangdong. La province la plus riche de Chine, qui abrite de grandes entreprises dont technologiques et manufacturières, a réduit les salaires des employés du gouvernement de 25 à 30%. Il y a des villes qui ne peuvent plus allumer les lampadaires la nuit. D'autres ne ramassent plus régulièrement les ordures. Les routes ne sont plus entretenues. Les services publics, qui étaient autrefois considérés comme normaux, ne sont plus financés. À Tianjin, une grande ville de plus de 13 millions d'habitants, le gouvernement a été contraint de vendre ses propres immeubles de bureaux juste pour pouvoir payer les salaires. Imagine ça, ils ne peuvent même plus se permettre de payer leurs propres bureaux. Il y a un entrepreneur nommé Chen Wei de la province du Sichuan. Cela fait 20 ans qu'il construit des autoroutes, des ponts et des viaducs. Ce sont des projets qui ont contribué au développement des villes à travers la Chine. L'année dernière, on lui devait de l'argent. Le gouvernement local lui devait 43 millions de yuans pour un projet terminé. Il n'a rien reçu. Il a été obligé de licencier 200 ouvriers. Certains d'entre eux n'ont pas été payés depuis 8 mois. Selon Chen Wei, dans une interview accordée à un journaliste avant que celle-ci ne soit supprimée, il continue de dire que l'argent va arriver, mais il n'y a plus rien à donner. Son histoire n'est pas unique. Cela se répète partout dans le pays. Et c'est là que la situation devient encore plus effrayante. Pendant de nombreuses années, il existe ce qu'on appelle les véhicules de financement des gouvernements locaux, ou LGFV. Ce sont comme des sociétés écrans utilisées par le gouvernement local pour emprunter sans que cela n'apparaisse dans les registres officiels. Grâce à cela, ils ont construit des trains à grande vitesse avec peu de passagers, des quartiers financiers sans personne, des aéroports sans voyageurs. Tout cela a été fait avec de l'argent emprunté qui ne devrait pas apparaître dans le bilan officiel. Selon le FMI, cette soi-disant dette cachée a déjà dépassé 65 000 milliards de yuans. Si vous ajoutez la dette officielle des gouvernements locaux, qui s'élève à près de 48 000 milliards de yuans, cela atteint un total de 134 000 milliards de yuans. Cela équivaut à environ 18 000 milliards de dollars. C'est même plus grand que l'économie combinée du Japon et de l'Allemagne.
C'est même plus grand que le PIB officiel total de la Chine. Et pire encore, la plupart de ces LGFV ne sont pas rentables. Leur rendement médian est d'environ 1%. Mais les intérêts qu'ils portent sur leurs dettes dépassent 5%. Cela signifie qu'il sort plus d'argent qu'il n'en rentre. Et quand un système fonctionne comme ça, il ne peut pas durer sans qu'un problème plus grave n'apparaisse. Si tu fais le total des chiffres, ça ne correspond vraiment pas. Presque la moitié des projets du gouvernement local subiront des pertes sans une aide importante du gouvernement central. Selon une source bien informée, d'ici la fin de 2024, les gouvernements locaux auront accumulé plus de 10 000 milliards de yuans de dettes impayées envers les entrepreneurs et les fonctionnaires. Cela signifie que les ouvriers qui ont construit les autoroutes ne sont pas encore payés. Les entreprises qui ont fourni l'acier et le ciment n'ont pas encore reçu des millions. Les retraités voient de leurs prestations réduites. Tout le système semble étouffé par la quantité d'engagements de paiement. Ce sont des promesses de paiement qui ne sont plus tenues. À la fin de 2024, Pékin a annoncé un plan de restructuration de la dette de 12 000 milliards de yuans. On dit que c'est la plus grande intervention pour aider les gouvernements locaux. Il parle de solutions, mais certains analystes estiment que cela ne fait que repousser le problème et faire semblant. Cela signifie qu'ils ne résolvent pas vraiment le problème. Ils ne font que le repousser, parce que ce paquet ne couvre qu'environ 25% du vrai problème. Le reste, ils ne font que le faire tourner en rond. La dette, ils prolongent le prêt, ils repoussent les paiements dans le futur. Ils espèrent qu'un miracle va soudainement arriver. Mais ce n'est pas comme ça que les maths fonctionnent. Et pendant que la dette s'aggrave, un autre gros problème arrive. Les usines qui ont enrichi la Chine commencent à partir. Pendant 40 ans, presque tout ce que tu utilises portait la mention « fabriqué en Chine ». Téléphone, vêtements, électronique, jouets, meubles, appareils, électroménagers. La Chine est devenue l'usine du monde entier. Grâce à cela, des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté. C'est le fondement de leur miracle économique. Mais les temps changent. En mai 2025, le PDG d'Apple, Tim Cook, a fait une annonce qui semblait autrefois impossible. Il a déclaré que la majorité des iPhones vendus aux États-Unis proviendraient désormais d'Inde, et non plus de Chine, mais d'Inde. Et le Vietnam deviendra la source de presque tous les iPad, Mac, Apple Watch et AirPods vendus aux consommateurs américains. Imagine ça, Apple, qui avait presque tout construit son empire de fabrication en Chine, est en train de s'en aller rapidement. Les chiffres sont clairs. Au premier semestre de 2025, la production d'iPhone en Inde a augmenté de 53% par rapport à l'année précédente. L'Inde a exporté pour plus de 22 milliards de dollars de produits Apple. Le nombre de smartphones fabriqués en Inde expédiés aux États-Unis a bondi de 240% d'une année sur l'autre. Et pour la première fois dans l'histoire, l'Inde a dépassé la Chine en tant que premier exportateur de smartphones vers les États-Unis. Aujourd'hui, 44% des importations de smartphones des États-Unis proviennent de l'Inde. Alors que beaucoup restent silencieux, le monde a déjà changé. Et il n'y a pas que Apple qui agit. Samsung a déjà fermé sa dernière usine de téléphones en Chine. Cela fait déjà plusieurs années. Aujourd'hui, la plupart de leurs smartphones sont fabriqués au Vietnam et en Inde. Il y a maintenant plus de chaussures Nike fabriquées au Vietnam qu'en Chine. C'est le contraire d'il y a 10 ans. Sony, Dell, HP, Google. Ils déplacent tous progressivement leur production hors de Chine à un rythme jamais vu auparavant. Même certaines entreprises chinoises partent aussi. Par exemple, BYD, l'une des plus grandes entreprises de véhicules électriques de Chine, construit des usines au Mexique, en Thaïlande, en Hongrie et en Indonésie. Au lieu de s'étendre dans leur propre pays, pourquoi partent-ils ? Premièrement, la main-d'œuvre n'est plus bon marché en Chine. Au cours des 10 dernières années, les salaires en usine ont triplé. Au Vietnam, le coût d'un travailleur n'est que la moitié. En Inde, c'est encore moins. C'était autrefois le plus grand avantage de la Chine. Ainsi, la main-d'œuvre bon marché n'est plus aussi avantageuse aujourd'hui. Deuxièmement, le gouvernement est devenu plus imprévisible sous Xi Jinping. En 2023, le gouvernement a mis en place une loi anti-espionnage plus stricte. De nombreuses entreprises étrangères ont été inquiètes. Parce que lorsque les règles ne sont pas claires et qu'elles changent soudainement, les entreprises préfèrent s'installer dans des endroits plus stables et où la protection est plus assurée. Et lorsque les usines commencent à partir, ce ne sont pas seulement les emplois qui disparaissent, c'est aussi l'élan qui se perd.
Et lorsqu'une économie habituée à une croissance rapide perd son élan, la chute se fait sentir encore plus fortement. En plus de cela, lorsqu'une simple étude de marché peut déjà vous faire arrêter pour espionnage. Lorsque le simple fait de vérifier les chiffres de production dans votre propre usine peut être qualifié d'espionnage, il est naturel que les cadres cherchent une porte de sortie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les investissements directs étrangers en Chine ont chuté de plus de 80%. Ce n'est plus simplement une question de diversification. Beaucoup partent définitivement. Troisième raison, la pandémie de Covid a enseigné au monde entier une leçon douloureuse. Lorsque la Chine s'est confinée, les usines ont fermé. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont soudainement arrêtées. Il n'y avait plus de pièces, impossible d'expédier des produits. Les entreprises ont été paralysées. L'ancien modèle juste à temps est devenu tant pis. Les entreprises l'ont réalisé qu'il était risqué de dépendre d'un seul pays pour tous leurs produits. Quand il y a un problème là-bas, tout le monde est touché. Enfin, et peut-être le plus grave, les travailleurs disparaissent aussi. Mais il y a quelque chose de plus profond que la fermeture des usines. Il y a une chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter, construire ou ramener. La population. En 2024, la population de la Chine a diminué pour la 3e année consécutive. Il y a plus de cercueils que de berceaux. Il y a plus de décès que de naissances. Et l'écart ne cesse de grandir chaque année. En 2024, 9,5 millions de bébés sont nés. Mais près de 11 millions de personnes sont décédées. Cela signifie qu'environ 1,5 million de personnes ont été perdues de la population en seulement un an. Et selon les démographes, ce n'est que le début. Le taux de fécondité en Chine est d'environ 1,0 enfant par femme. Pour que la population reste stable, il faut un taux de 2,1. La Chine n'atteint même pas la moitié de ce dont elle a besoin. Cela se rapproche du taux de fécondité de la Corée du Sud, qui est de 0,73, le plus bas au monde. Certaines villes en Chine ont même un taux encore plus bas. Tu te souviens de la politique de l'enfant unique ? Pendant de nombreuses décennies, les familles en étaient autorisées à avoir qu'un seul enfant. Cette politique a fonctionné, mais elle a été trop efficace. Quelque chose s'est brisé dans la structure de la société, et il se peut que cela ne puisse plus être réparé. Et c'est ce qui inquiète le plus Pékin. D'ici la fin de 2024, il y aura 310 millions de Chinois âgés de plus de 60 ans. Cela représente 22% de la population totale. Il y a seulement 5 ans, ce chiffre n'était que de 18%. D'ici une décennie, le nombre de personnes âgées en Chine pourrait atteindre 400 millions. C'est plus que la population totale des États-Unis. Dans de nombreuses régions, il y a déjà plus de retraités que de travailleurs. Qui va s'occuper d'eux ? À cause de la politique de l'enfant unique, ce que les démographes appellent les familles 4 pour 1 s'est formé. 4 grands-parents, 2 parents, un enfant, une seule personne censée subvenir aux besoins de 6 personnes tout en fondant sa propre famille et en construisant sa carrière. Déjà en mathématiques, ce n'est pas tenable. Émotionnellement, c'est encore plus lourd. Le système de retraite est né. En 2022, 14 provinces ont signalé un déficit dans les fonds de pension. D'ici 2035, les analystes estiment que la Chine aura besoin de 300 milliards de dollars supplémentaires chaque année, rien que pour maintenir le système de retraite en vie. C'est encore plus que l'ensemble du budget militaire du pays. Alors que le nombre de travailleurs qui contribuent au système diminue, le nombre de retraités qui en bénéficient ne cesse d'augmenter. La population en âge de travailler a commencé à diminuer en 2012. Rien qu'en 2024, près de 7 millions de travailleurs ont disparu. C'est comme si tu avais perdu toute la main-d'œuvre d'un pays européen de taille moyenne en seulement un an. Les propriétaires d'usines ont du mal à trouver des employés. Les administrateurs de pensions constatent une baisse des contributions. Les magasins ont moins de clients avec de l'argent. Pendant ce temps, le nombre de mariages a également chuté. En 2024 seulement, 6,1 millions de couples se sont mariés. Il y a une décennie, ce chiffre dépassait les 13 millions. Le nombre de divorces a atteint 2,6 millions. Moins de mariages, moins de bébés. Et quand il y a moins de naissances chaque année, l'avenir semble de plus en plus sombre. Cependant, moins de bébés aujourd'hui signifie moins de travailleurs à l'avenir. Moins de travailleurs, mais plus de personnes âgées à prendre en charge. Ici, les statistiques froides rencontrent la véritable tristesse humaine. En août 2025, le chômage des jeunes en Chine a atteint 18,9%. C'est le taux le plus élevé depuis que Pékin a modifié sa façon de mesurer le chômage. Revenons en juin 2023.
Le taux officiel de chômage des jeunes avait alors atteint un record de 21,3%. Ensuite, un événement étrange s'est produit. Il fallait publier des données. Selon le gouvernement, ils devaient améliorer leur méthodologie statistique. Mais en réalité, ils devaient cacher les chiffres qui semblaient embarrassants. Quand la publication des données a repris, ils avaient une nouvelle méthode de mesure et les étudiants n'étaient pas inclus dans le décompte. Et soudain, le taux de chômage a brusquement baissé. Quel beau timing. Mais selon certaines estimations indépendantes, le vrai taux de chômage pourrait être de 25 à 30%. Cela signifie qu'un jeune sur 3 ou 4 est sans emploi. Imaginez des diplômés universitaires, des étudiants en ingénierie avec un diplôme avancé, qui livrent de la nourriture en trottinette électrique, des diplômés en médecine qui conduisent des voitures de covoiturage, des diplômés en droit qui vendent des assurances en porte-à-porte. Rien que 12,2 millions de nouveaux diplômés sont entrés sur le marché du travail. 12,2 millions de jeunes cherchent un emploi qui n'existe pas. Ils cherchent une carrière qui semble avoir disparu. Ils cherchent un avenir que leurs parents leur avaient promis. Pensons à Liu Ming, 24 ans diplômé en ingénierie d'une des meilleures universités de Shanghai. Ses parents ont dépensé toute leur économie pour son éducation, cours particuliers, frais de préparation aux examens. Parce qu'ils croyaient que l'éducation était la clé d'une vie meilleure. Aujourd'hui, cela fait 8 mois qu'il cherche un emploi. Il livre de la nourriture en scooter électrique juste pour pouvoir payer son loyer. Il vit dans un petit appartement avec 3 autres diplômés au chômage. Le fonds de retraite de ses parents est épuisé. Leur rêve était que leur enfant les aide quand ils vieilliraient. Ils ont échoué, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. La formule était pourtant simple. Étudier sérieusement, obtenir un diplôme, travailler dans une entreprise, acheter un appartement, se marier, fonder une famille, prendre une retraite paisible. C'était le chemin à suivre. C'était le contrat entre les parents et l'enfant. Mais aujourd'hui, il semble que l'échelle n'existe plus. Les marches se sont effondrées. Et des millions de jeunes se demandent à quoi servent les sacrifices s'il n'y a rien au bout. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle « rester allongé ». Un mouvement que le Parti communiste craint. Des jeunes qui refusent de courir après une carrière qui n'existe pas. Qui refusent d'acheter une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils refusent d'avoir des enfants qu'ils ne peuvent pas soutenir. Ils refusent de faire des heures supplémentaires pour un patron qui peut les licencier à tout moment. Ils choisissent simplement le minimum. Faire juste assez pour survivre. Plus d'efforts supplémentaires. Certains l'appellent même « laisse pourrir ». Si le système est déjà cassé, pourquoi essayer de le réparer ? Le gouvernement n'aime pas cette façon de penser. La propagande sur le patriotisme, le travail acharné et le sacrifice pour le pays continuent sans relâche. On fait la morale aux jeunes à ce sujet. Il y a des universités où il est obligatoire d'enseigner l'éducation à l'amour pour encourager le mariage et la natalité. Mais un slogan ne suffit pas si la réalité est brisée. On ne peut pas forcer l'optimisme s'il n'y a pas d'opportunité. Et il y en a d'autres qui ne font pas qu'attendre. Ils partent. Les demandes de renseignements sur les migrations ont atteint un niveau record. Les riches chinois transfèrent leur argent à Singapour. Ils achètent des biens immobiliers au Canada et en Australie. Ils envoient ça à leurs enfants à l'étranger. Ils leur disent de ne pas revenir. Ils appellent cela la philosophie du run. Partir pendant qu'il est encore temps. Ce ne sont pas que les ultra-riches, même les familles de classe moyenne cherchent une issue. Visa étudiant, immigration par investissement, mariage avec un étranger, n'importe quel moyen avant que la porte ne se ferme complètement. Maintenant, la question est, que se passera-t-il lorsqu'une génération entière perdra confiance dans le système construit par leurs parents, quand l'avenir qui leur a été promis n'arrive plus ? Pendant 40 ans, il y a eu un accord tacite entre le Parti communiste et le peuple. Pas de vote, pas de protestation, pas d'opposition. En échange, ta vie s'améliorera chaque année, tu deviendras plus riche et tes enfants vivront mieux. C'était l'accord, mais il est en train de se briser. Quand le marché immobilier s'est effondré, ce n'est pas seulement l'argent qui a disparu, la confiance aussi. Quand le gouvernement dit que tout est stable, mais que soudain tout s'effondre. Ton investissement sûr s'est volatilisé. Si ton enfant a plus de mal que toi alors qu'il a travaillé plus dur, à quoi sert le sacrifice de la liberté ? Aujourd'hui, les gens ont peur de dépenser. Ils économisent. Ils se préparent à des temps encore plus difficiles. La classe moyenne, censée porter l'avenir de la Chine. Elle a rétréci. Pour la première fois depuis 1978, elle ne s'élargit plus.
Elle se contracte. Il y a moins de milliardaires. Les dépenses de luxe sont en chute libre. Même la monnaie de base est faible. La réponse du gouvernement, c'est plus de contrôle, plus de surveillance, plus de censure, plus de nationalisme. Mais on ne peut pas manger le nationalisme. Tu ne peux pas payer ton loyer avec ça. Tu ne peux pas l'épargner pour la retraite. Quand l'économie était forte, le patriotisme est un bonus. Quand l'économie est faible, ce n'est plus qu'une distraction. Et il y a des gens qui ne restent plus silencieux. À la fin de 2022, des gens ont manifesté à Shanghai et à Pékin contre les confinements liés au Covid. Ils tenèrent des feuilles blanches, symbole de la censure. Cela a été rapidement réprimé. Mais le parti a vu quelque chose. Quand un nombre suffisant de personnes perdent espoir, quelque chose peut arriver. C'est ainsi qu'un pays s'effondre. Il n'y a pas toujours de guerre ou de révolution, mais plutôt une perte progressive d'espoir. Une famille qui a perdu ses économies, un diplômé qui a abandonné ses rêves, un couple qui a décidé de ne pas avoir d'enfants, un parent âgé sans soutien. Le marché immobilier ne repartira pas sans acheteurs. Or, sans jeunes avec de l'argent, il n'y aura pas d'acheteurs. Il n'y a pas de jeunes aisés car le taux de natalité a longtemps baissé. Il ne remontera pas sans emploi stable ni avenir assuré. Chaque crise aggrave la suivante. En 40 ans, la Chine a construit l'OTAN. Une énorme machine économique, des villes modernes, des trains à grande vitesse, des usines qui approvisionnent le monde entier. Son objectif était de prouver qu'un système autoritaire peut surpasser la démocratie. Mais il y a une leçon plus sombre. Tu peux bâtir un miracle avec des dettes, une main-d'œuvre bon marché et une construction sans fin. Mais le miracle ne dure pas éternellement. L'heure de payer viendra, la population diminuera. Le pays vieillira avant de vraiment s'enrichir. Aujourd'hui, il manque de travailleurs, il manque d'acheteurs, il manque de gens qui y croient. Quand la deuxième plus grande économie du monde s'effondrera, la Chine ne sera pas la seule affectée. Les chaînes d'approvisionnement seront perturbées, les prix des produits augmenteront. L'ordre économique mondial changera. Maintenant, la question est, y a-t-il encore un moyen de se relever ou le miracle chinois est-il vraiment terminé ? Dis-moi ce que tu en penses, parce que cette histoire n'est pas encore terminée.